Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Sastante. Je suis de retour, c'est Sola, pour un petit épisode solo. Je tenais d'abord à vous remercier parce que je me rends compte que les écoutes pour ces épisodes solo sont franchement pas mal du tout. À ma grande surprise, donc c'est un petit exercice pour moi assez spécial. Et donc vous m'aidez pas du tout parce que du coup vous allez en avoir d'autres, hein. Donc ça fait 2 mois je crois qu'il n'y a pas eu de petit épisode où je vous parlais à travers le micro. Alors pour aujourd'hui, il y a 2 sujets dont je voulais vous parler. D'abord, j'allais vous parler d'un petit incident qui m'est arrivé cette semaine en voiture où je me suis retrouvée à faire un duel de regard avec un autre automobiliste en mode duel de western. Et ce duel, eh bien, je l'ai perdu. Voilà, lamentablement. Mais bon, je vais vous raconter le contexte. Donc, 8h25, un matin de semaine, j'accompagne mes filles à l'école. Et face à un feu, je force un tout petit peu le passage parce que sur ma voie, il y a un camion pour des travaux. Et en face arrive une voiture. Donc s'il n'avait pas accéléré, j'aurais eu le temps de passer. Sauf que bien sûr, il me faut un petit coup de pression et il s'arrête vraiment juste devant moi. Donc je m'arrête, je pile. On se retrouve face à hauteur du camion, du devant du camion. Et il me laisse à peine la place de passer donc entre lui et ce fameux camion pour me rabattre sur ma voie de droite. Il y avait personne derrière lui. Il aurait eu 15 000 fois le temps de faire une marche arrière. Déjà, il aurait pu ne pas s'avancer autant pour me foutre son petit coup de pression très sympathique. Donc on se regarde, je le regarde, il me regarde, je le regarde. Je lui fais un signe du genre, peut-être que tu peux passer la marche arrière et comme ça, tout le monde gagne du temps. Je partais du principe que je n'étais pas sûre que mon véhicule, un vieux Scénic tout pourri, allait passer. Et j'avais pas forcément envie à 8h25 en semaine de faire un constat, voilà, face à ce monsieur. Derrière moi, bien sûr, il y avait du monde, je ne pouvais pas reculer. Donc finalement, c'est le gars du camion qui était dehors qui m'a fait signe pour m'aider à m'extraire de cela. Donc j'ai perdu, voilà. J'ai perdu le duel de regard. La personne ne s'est pas reculée et puis même quand je suis passée à sa hauteur, il a baissé la vitre et m'a gratifié d'un voilà ce que c'est que d'être perfectionniste. Du genre, ma voiture, je n'ose pas la rayer un tout petit peu, il me faut une place de paquebot pour passer. Alors bon, c'est un petit peu drôle, ça m'a fait limite rire, j'ai un peu manqué de répartie sur ce coup-là, parce que j'aurais pu lui demander aussi à quel point c'était difficile au niveau de son poignet de passer la marche arrière, mais bon, j'étais pas bien réveillée. C'est aussi pour ça que j'osais pas trop passer. C'est parce que quand je suis pas bien réveillée, je fais plus que rayer ma voiture, je l'emboutis. Donc ouais, c'est assez drôle qu'il m'ait considérée comme une personne perfectionniste de la tôle parce que ma voiture est super abîmée à l'arrière, sur les côtés, à l'arrière gauche et à l'arrière droit. Je touche. J'emboutis régulièrement ma voiture d'un côté ou de l'autre en n'estimant pas bien justement les distances qu'il peut y avoir. Voilà, en gros ma voiture a un gros cul et j'imagine qu'elle a un cul tout fin. Voilà, c'est ça le problème. Donc ma place de parking en sous-sol en bas de ma résidence, le souci c'est qu'elle est entourée de 2 gros poteaux. Et bien sûr, il y a des fois où le soir je rentre, je me gare, j'ai beau me dire je suis beaucoup trop à gauche. Demain, il faudra que je sois vraiment bien réveillée pour pouvoir sortir cette voiture sans l'abîmer et bien repenser à recentrer la voiture en sortant. Bien sûr, je suis toujours à la bourre quand je sors de chez moi. Bien sûr, je ne suis toujours pas réveillée. Et donc, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai bien éraflé l'arrière gauche de mon véhicule en sortant, puisque voilà, j'avais oublié que la veille au soir, je m'étais dit qu'il faudrait que je fasse attention en sortant. Donc voilà, c'était plutôt assez drôle le fait que cette personne, ce monsieur me dise que j'étais très perfectionniste parce que je pense qu'il n'a vraiment pas du tout regardé à quoi ressemblait la tôle de ma voiture. Sinon, il n'aurait pas fait cette remarque et il se serait rendu compte que j'étais loin d'être perfectionniste en mode rayure sur carrosserie. Voilà, ma carrosserie n'est vraiment pas très jolie. Mais bon, ça n'empêche pas de rouler et donc le Scénic fait le taf. Très bien, tout va bien. Voilà, déjà vous pouvez me dire, n'hésitez pas à m'écrire à podcast.sastante@gmail.com pour me raconter aussi si dernièrement vous avez perdu un duel de regard.
perdu ou gagné, pourquoi pas. Il peut très bien y avoir des winners parmi nos auditeurs, donc je prends, et puis on pourra relater tout ça dans un prochain instant. Du coup, le deuxième truc dont je voulais vous parler, ce sont les meilleurs et les pires et les meilleures anecdotes de profs au collège et au lycée que j'ai pu avoir. Je vais commencer par les pires, allez, tiens. Il y a une petite parité quand même entre pires et meilleurs. J'ai connu des profs vraiment spéciaux, mais aussi j'ai eu la chance de connaître des profs très très inspirants, sympas et qui m'ont laissé des très bons souvenirs au fil du temps. Au collège, pire prof, un prof d'EPS qui approchait de l'âge de la retraite et qui, on le savait, il fallait être très très doué à la corde à nœuds à l'époque parce qu'il n'hésitait pas à mettre des petites mains aux fesses aux jeunes sixièmes que nous étions si nous ne grimpions pas assez vite à la corde à nœuds. Voilà, donc ça je pense que ça ne passerait plus aujourd'hui. C'était il y a une trentaine d'années et en gros tout le monde le savait, mais voilà, on faisait rien contre ce prof qui était vraiment un gros dégueulasse, il faut le dire. Donc ce prof aussi, il est arrivé une fois dans l'année qu'il entre comme ça, sans crier gare, dans le vestiaire des filles, donc des jeunes, je le répète, de sixième quand même, avec une petite culotte dans la main, en nous demandant à qui pouvait bien être cette petite culotte, sachant que, pour se changer et faire 2 heures de PS en sixième, on n'a pas besoin d'enlever nos sous-vêtements en fait. Voilà, donc c'était une sorte de petit truc, je pense, qui devait ressortir tous les ans pour avoir une bonne excuse et rentrer dans le vestiaire des filles. Et comme il était vraiment odieux, en fait, ce professeur, une autre fois aussi, dans les vestiaires, quelques-unes des filles étaient sorties. Et puis, on va dire à la 5e qui sort, il referme la porte au nez des 4-5 filles qui restent dans le vestiaire. Il nous enferme quelques minutes et il revient en nous disant vous allez m'écrire une rédaction d'une page sur pourquoi il ne faut pas traîner dans les vestiaires. Donc je me souviens que j'avais été vraiment choquée par cette punition totalement injuste et que ma rédaction d'une page qu'il n'avait absolument pas lue, c'était juste pour asseoir son autorité, en fait l'autorité qu'il pensait avoir, cette rédaction tournait autour du fait que il fallait se dépêcher dans les vestiaires, sinon on risquait de se faire enfermer par le prof. Voilà, très factuel et un petit peu ironique quoi, mais voilà, je pense qu'il n'en avait rien à foutre et il avait juste eu envie de faire son petit chefton quoi. Voilà. Il y a une fois justement où en 6e, je suis rentrée à pied chez moi du collège et malheureusement ce prof de sport a fait une partie du trajet avec moi. C'était on ne peut plus gênant, très très gênant. Le souvenir, c'est que c'était un vieux garçon qui vivait chez sa maman. Et voilà, pour vous dire, il approchait quand même de l'âge de la retraite. Donc, une bonne personne à faire intervenir dans l'éducation nationale à l'époque. C'était cool. Deuxième anecdote, j'avais justement aussi un prof d'histoire en terminale qui, lui aussi, était un petit peu chelou en termes de connotation sexuelle, on va dire. Il passait tout le cours à nous parler de la vie sexuelle des grands personnages historiques du programme de terminale, ce qui fait que on se préparait pas du tout pour le bac. J'avais dû réviser à l'aide du livre scolaire de l'année, quoi. Vraiment pas du tout grâce au cours de ce monsieur. Et il avait la particularité aussi de noter en fonction de la taille, de la poitrine des filles. Donc voilà, j'avais pas des super notes. J'étais pas hyper dotée en la matière, mais je me souviens d'une copine qui, elle, avait un super beau décolleté et qui avait les meilleures notes de la classe toute l'année. Voilà. Une autre prof d'histoire, décidément en histoire, c'était en première, l'année d'avant, avait une jupe extrêmement courte, mais vraiment ras la fouf. Et il faut savoir qu'il y avait le premier rang qui touchait son bureau. En fait, disons qu'il y avait son bureau face au bureau des élèves. Et quand on se retrouvait au premier rang, en face de son bureau, les 2 bureaux se touchaient. Cette prof, régulièrement, s'asseyait sur son bureau et j'étais pile face à elle, hyper gênée, ne sachant pas où regarder, parce que elle s'asseyait sur son bureau et croisait ses jambes avec donc sa jupe ultra courte, ses jambes maigres et musclées et brûlées par le soleil ou les UV de cabine. Voilà, c'était un petit peu spécial, mais bon, sinon en termes d'enseignement, rien à redire de son côté, la notation était normale. Également une prof de maths que j'ai eue en terminale littéraire
Et là, vraiment, malheureusement, c'était un petit peu le cliché, les profs de maths dont on ne sait pas quoi faire. On les refourgue au terminal littéraire qui n'ont qu'une heure de maths par semaine. Et le programme de cette heure de maths hebdomadaire, c'était quand même un programme, allez, on va dire de niveau CE2, CM1. Je me souviens qu'il y avait des exercices où on devait déterminer la probabilité pour qu'un petit singe qui lance un dé tombe sur le 6. Une chance sur 6 peut-être, je ne sais pas. Voilà, on avait une sorte de carnet de vacances toute l'année en terminale L avec des dessins pour pas qu'on soit trop dégoûté de faire des maths à l'année. Donc voilà, cette prof de maths en terminale L qui nous faisait faire des exercices de CE2 se posait à son bureau et on se demandait pendant toute l'heure si elle était vivante ou décédée. Elle ne bougeait plus. Elle écrivait 2 exercices à faire au tableau pendant l'heure. Donc autant vous dire qu'on se faisait largement chier et qu'on en arrivait à mettre de la musique sur des enceintes, à faire des chorégraphies, à danser. Parfois, au bout d'une demi-heure d'apathie, elle se réveillait et disait qu'on aurait tous 0. Et donc c'est là qu'intervenait le super délégué de classe qui souhaitait poursuivre après ses études dans le droit et qui négociait avec elle pendant toute l'heure pour qu'elle ne nous mette pas un 0 collectif. Et enfin, dernière pire anecdote de prof, une prof d'anglais au lycée aussi, qui me vire de classe. Et c'est la seule fois de ma scolarité où je me suis fait virer de classe parce que j'étais plutôt de type bon élève qui suit, qui participe. Mais là, je me retrouvais à côté d'un pote qui me sortait grosse connerie sur grosse connerie et il me faisait marrer. Je crois que j'étais aussi encore au premier rang face à cette prof qui devait un peu douter d'elle-même, je pense, avoir une faible estime de soi. Et quand elle m'a vu rigoler et elle a cru clairement que je me foutais de sa gueule, alors que pas du tout. En fait, c'était ce voisin de classe qui me sortait des grosses conneries, quoi. Voilà, qui me faisait rire. Donc, ni une ni deux, elle m'a viré de cours. Et je me souviens, pareil, que la déléguée avait dit « Mais c'est pas juste, madame voilà, ça se fait pas, etc. » Tout le monde se rebellait en mode Le Péril Jeune. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est un film de 94 avec Romain Duris, qui est vraiment sympa à voir sur des lycéens, mais là, de l'époque des années 70. Clore ces petites anecdotes de profs, je voulais vous dire que j'ai eu pas mal de profs aussi donc qui m'ont inspiré, qui m'ont motivé dans leurs matières respectives, notamment ma prof d'allemand du collège qui m'a vraiment fait aimer la matière. Déjà, j'ai commencé à tomber amoureuse de l'Allemagne en cours de 6e en allant voir ma marraine qui habitait à Francfort pendant le carnaval. Et là, je vois que il y a des villes où des bonbons tombent du ciel. On se retrouvait donc pendant le carnaval, il y avait des chars qui passaient décorés, de la musique à fond et des personnes qui depuis les chars lançaient des bonbons pour les enfants dans les rues. Donc vraiment j'avais adoré cette ambiance très festive. Cette prof d'allemand nous faisait faire plein de décorations aussi, de fêtes. Enfin voilà, les Allemands ils aiment bien, ils marquent le coup pour Noël, il y a plein de décorations pour Pâques, etc. Il y avait un autre prof d'allemand, cette fois-ci au lycée en seconde, avec qui je pouvais vraiment tout me permettre, parce que j'étais un peu la seule de la classe à participer dans son cours, et je pense qu'il se faisait royalement chier, et il était tellement content de me voir arriver, et de voir qu'il y aurait une élève dans son cours qui allait faire un peu vivre le cours, que je pouvais me permettre d'arriver un quart d'heure en retard avec mon pote à côté de moi, et que, avec un grand sourire, il m'accueillait limite en sortant le tapis rouge, quoi. Mais Solène, non, super, bonjour, installez-vous, je vous en prie. Enfin, vraiment, je me suis jamais sentie autant une star que dans son cours en allemand en seconde. J'ai eu aussi une prof d'espagnol en L, donc de la seconde à la terminale. L'espagnol était ma 3e langue, et donc c'était une option. Et la chance qu'on avait, c'est qu'on était quelques-uns de 2-3 classes à se rassembler dans ce cours, où on était 12. Donc apprendre une langue étrangère à 12, c'est vraiment l'idéal. Et on avait vraiment tous un très très bon niveau. On était poussés vers le haut par une des 12 élèves qui était du Nicaragua, je crois, bilingue.
Et voilà, donc on avançait tellement sur le vocabulaire, la grammaire, tellement vite que finalement on passait des cours à regarder des films d'Almodovar. Donc c'est là que j'ai découvert Almodovar et vraiment j'ai adoré. Et aussi un film d'Amenábar, Abre los ojos, qui a été repris en version américaine pour donner Vanilla Sky. Abre los ojos, c'était avec Penélope Cruz et Eduardo Noriega. Et le remake américain fait aussi jouer Penélope Cruz, mais cette fois-ci avec Tom Cruise. Et là, j'aime beaucoup moins. Alors c'est peut-être lié au fait que déjà j'ai du mal avec Tom Cruise, mais aussi peut-être lié au fait que ce soit un remake américain et que l'ambiance est quand même moins flippante, moins, je sais pas, un petit côté bien inquiétant dans le film d'Amenábar. Voilà, donc merci à cette super prof d'espagnol qui m'a fait adorer cette langue. Et ça a été prolongé aussi par un échange scolaire dès la seconde avec une copine, donc une correspondante en Galice. Et j'ai fait pas mal de séjours en Galice. C'est le Finistère espagnol qui ressemble un peu donc à la Bretagne, avec la culture celte. Les gens jouent de la gaïta, de la cornemuse. Il y pleut pas mal, mais bon, moi ça me dérange pas. Et il y a aussi de magnifiques îles au large de Vigo, que sont les îles Cies. Alors, l'eau est froide, pareil, ça me dérange pas, mais l'eau est d'un bleu magnifique et le sable est fin et blanc et voilà, et on y passe des super journées. On peut même dormir sur place. Donc j'ai fait du camping là-bas à 18 ans et à 20 ans sur les îles Cies et j'ai passé des super séjours à Vigo en Galice. À Saint-Jacques-de-Compostelle, on y mange super bien, le poulpe à la galicienne. J'en ai parlé il y a pas si longtemps avec une connaissance espagnole qui me dit « Ah ouais, la Galice, c'est clair qu'on y mange trop bien », alors qu'elle-même est madrilène. Donc voilà, cet amour pour l'Allemagne et pour l'Espagne est vraiment lié à des super profs que je remercie une fois de plus. Et puis, dernière bonne anecdote de prof qui commençait plutôt pas bien. Au collège, j'avais un prof d'histoire géo qui était connu pour noter très très sévèrement. En voyant mon nom de famille, qui lui rappelait quelqu'un qui n'avait pas été super sérieux pendant l'année où il l'avait eu, il m'a carrément mise au fond de la classe lors du premier contrôle, isolée de tout le monde, pour que je ne triche pas. Et donc ma première petite victoire, ça a été d'avoir 14 à ce premier contrôle. Et puis, donc finalement, j'ai pu réintégrer rapidement la classe parce qu'il a vu que le nom de famille ne voulait pas tout dire. Et après, du coup, je suis même devenue une légende en ayant un 19 avec ce prof. Et apparemment, dans la cour de récré, il se disait que j'étais le deuxième 19 qu'il avait donné de sa carrière. Donc, vraiment une petite heure de gloire, voilà, pour moi, au collège. Merci à ce prof qui m'a vraiment aussi intéressée en histoire géo. Voilà, j'ai jamais compris cette matière. Franchement, 1 an sur 2, j'avais soit des super notes, soit des notes très moyennes. Pourtant, je crois que je donnais le même effort, donc c'est un peu... J'ai jamais compris. Voilà, j'ai quand même pas mal parlé au micro. Si vous avez des idées aussi de thèmes, des questions à me poser, n'hésitez pas. Hein. On peut faire aussi de ces moments d'épisodes solo des émissions à l'ancienne de Libre Antenne. Vous pouvez me poser des questions, me soumettre des difficultés que vous avez, des questions que vous vous posez, et puis je pourrais essayer d'y répondre de manière plus ou moins utile. Voilà. Ouais, ça me ferait bien marrer en tout cas, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite à toutes et tous de très bonnes semaines et puis on se retrouve bientôt pour un épisode avec des invités. Ciao!